Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série consacrée aux armes blanches de l'armée française. On va commencer en douceur avec le modèle 1822. Je dis en douceur, mais accrochez-vous quand même, ça risque de secouer un petit peu. Et quand je dis le 1822, je parle bien entendu du sabre de cavalerie. Je vous aime bien, mais on parlera du tambour-major quand j'aurai gagné une ou deux fois au loto. Aujourd'hui, celui dont j'aimerais vous faire profiter en particulier, c'est ce sabre de cavalerie légère, modèle 1822. Vous connaissez sans doute tous l'adjectif réglementaire, c'est ce qui se rapporte au règlement, c'est-à-dire au texte qui fixe les dimensions des armes, leurs usages, leurs attributions, bref, tout ce qui se rapporte à leur existence, de la fabrication à l'utilisation. Figurez-vous que l'armée française n'a pas toujours été réglementée. Les armées d'Ancien Régime étaient armées par leurs commandants, c'est-à-dire un peu de briquet de broc selon leurs moyens. Quant aux commandants eux-mêmes, ils s'armaient tout seuls, selon leur goût et leur bourse. Résultat, concernant les sabres et les armes blanches en général, avant l'Empire, il n'y a qu'une typologie très vague. Et même avec l'apparition de modèles très bien établis comme l'an 9 et l'an 11, on arrive quand même à voir des dizaines de variations. Du coup, en 1822, le comité de l'artillerie décide de doter toute la cavalerie française d'un sabre unique, en remplacement de la légion de précédents, sabre à la chasseur, à garde de bataille, l'an 9, l'an 11, le 1816, le 1817, et j'en passe. Alors pourquoi l'artillerie se mêle donc des sabres de cavalerie, vous allez me dire? Ils peuvent pas s'occuper de leur grosse miche, non? Ben non, ce sont eux qui définissent l'armement de l'armée française au complet, figurez-vous. Alors quand même, dans ce cas précis et beaucoup d'autres, sur demande de la commission de la cavalerie. Mais en l'occurrence, c'est quand même eux qui ont inventé le bidule. Reste qu'ils tombent sur un os. Les habitudes sont têtues. Ils peuvent pas juste donner le même à tout le monde. Dans un premier temps sort déjà donc le sabre de cavalerie lourde et de ligne, à lame courbe, à large pan dite à la Montmorency, c'est le surnom de la forme, à garde à 4 branches, 2,3 kg, flèche de 2,3 cm. La flèche, pour ceux qui l'ignorent, c'est la distance entre le point le plus bas du dos et la ligne tracée entre le sommet du talon et le bout de la pointe. Quasiment dans le même temps sort un sabre modèle 1822 pour la cavalerie légère. C'est celui-là. La grosse différence entre le sabre de cavalerie lourde et le sabre de cavalerie légère, attention, vous allez tomber de vos chaises, c'est qu'il est plus léger. Oh, surprise! Il est plus courbe que le modèle de ligne, et c'est plutôt logique parce que les sabres de la légère ont quasi toujours été courbes, justement. C'est déjà une habitude. Et c'est là que débaroule le gros problème, ce sabre sera quasi universellement décrié à cause de sa courbe, justement. La légère combat généralement de taille, c'est-à-dire à coups de tranchant, grâce à des formations beaucoup plus espacées que les autres, qui permettent d'éviter de mettre des coups de sabre dans la poire de son voisin de droite. En gros, ils utilisent l'effet de cisaillement avec le mouvement, et ça permet de couper des mecs en deux. Seulement pour faciliter cet effet de cisaillement, il en faut de la courbe, justement. C'était déjà le problème du modèle 1816, et ça se retrouve sur celui-là, il n'y a pas assez de flèches. Pour vous donner une idée, l'an 11 avait 5,5 cm de flèches, 2 de plus que le 1822 et quasi le double du 1816. Contrairement à la légère, les deux autres composantes de la cavalerie travaillent d'estoc, c'est-à-dire ils piquent. Et le problème de ce sabre, c'est qu'il est beaucoup trop courbe pour travailler d'estoc. En soi donc, il ne plaît à personne. Ce pauvre sabre, malheureusement fruit d'une pensée un peu autocrate des commissions, héritera du surnom péjoratif de bancal. Alors, à noter que théoriquement, il n'y a que la variante de cavalerie lourde qui porte réellement ce surnom. Mais très honnêtement, à part quelques chieurs, personne ne vous en voudra si vous l'utilisez pour les deux autres. Maintenant, vous dire que ce sabre est parfaitement inefficace, on n'ira peut-être pas jusque-là avant de l'avoir testé, Je vous propose donc un test de coupe, effectué sur gel technique avec un os au milieu. Alors on est d'accord, c'est pas un analogue parfait, et de loin, il n'y a pas la peau, qui est relativement solide, il n'y a pas les muscles, il n'y a pas les nerfs, il n'y a pas les petits vaisseaux, machin, tout ça. On est d'accord. Vous aurez compris que le but, c'est juste de se faire une idée. Je vais pas aller choper le voisin pour le découper en rondelles. Bien, donc premier essai avec 2 couches de tissu relativement épais, c'est
je pense, analogue à ce qu'il devait avoir à l'époque. Essayons. Tentons de ne pas exploser ni l'arbre, ni le sabre, ni rien. 3, 2, 1, faut que je mette du pivot. Ah ouais! Ah ouais! Waouh! Ok, avec les couches de tissu, je m'y attendais pas. Alors, sectionner l'os, le tout, en plus c'est relativement plat. J'ai dû merder à un moment parce qu'il y a comment dire, une petite vague. Ceci n'était qu'un morceau. Il y a fort peu de temps. Ah ouais, c'est terrifiant, hein, bordel. Vous croyez que j'arrive à les éclater si j'en mets 2 comme ça? Jamais je vais y arriver. 3, 2... Il y en a un que j'ai pas eu. Lui il est... Il était. Alors là pour le coup c'est un peu moins propre, je dois admettre, et l'os a dévié. Là l'os a dévié le coup. On le voit très bien hein, parce que c'est droit et zut, hop là. Et là il n'y a plus qu'au-dessus de l'os que c'est coupé. Très probablement parce qu'il y avait le premier pour ralentir la course. Je sais pas, je verrai ça au ralenti quasi en même temps que vous. Mais c'est... Waouh! Enfin, c'est terrifiant. Moi, franchement, je trouve ça terrifiant. Alors, à noter que celui-ci, ce 1822, est affûté. Il est resté affûté après son service, ce qui n'est pas normal. Mais bon, c'est comme ça. Bon. Comme vous pouvez le voir, j'ai moi-même authentiquement été surpris. Généralement, les couches de vêtements amortissent énormément la coupe. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, moins efficace qu'un sabre à plus grande flèche. Je suis personne pour juger l'opinion des cavaliers à l'époque, mais reste que dans l'absolu, c'est efficace, ça va. Le 1822 subira 2 transformations. D'une part, jusqu'en 1887, les fourreaux portent 2 bracelets et 2 anneaux, étant donné qu'ils sont portés au ceinturon du cavalier. Seulement, comme en 1882 on a décidé que le sabre serait porté sur la selle du cheval pour éviter au cavalier de souffrir de ses ballottements, en 87, c'est le tour du 1822 de se faire sauter l'anneau du bas. Comme vous pouvez le voir, le mien a bien été transformé en 87, il n'a plus qu'un seul bracelet et qu'un seul anneau. D'autre part, la transformation incompréhensible. J'aurais été cavalier de ligne à l'époque, je fondais la CGT des cavaliers juste pour ça. En 1883, la cavalerie légère veut un sabre droit. Mais genre comme un enfant gâté quoi. Ça fait 3 siècles qu'ils ont des sabres à lame courbe, et là, comme ça, sabre droit, voilà, l'idée sort comme ça, de nulle part. Vous voyez le délire ou pas? Non, parce qu'à la base, c'est la cavalerie lourde et de ligne qui se plaint de cette courbe-là. La légère, ils ont l'habitude de toute façon. Ils en ont toujours eu des sabres courbes. Oh, incompréhensible, mais on va quand même confier le soin à la manufacture d'armes de Châtellerault, qui était la seule à avoir l'outillage et le savoir-faire suffisant pour une opération aussi complexe. On va lui confier le soin de redresser les lames du 1822 de cavalerie légère. Vous avez bien compris, on va prendre des trucs qui ont 3,8 cm de flèche, et on va les rendre droits comme des piquets. Vous vous doutez que ça n'a pas marché, hein? Non? Bon bah je vous le dis. Ça n'a pas marché, mais alors pas du tout. Parce que ces lames, qui sont quand même relativement légères, auront tendance à reprendre leur courbe toutes seules. Et comme les fourreaux sont devenus droits aussi, eh ben les lames vont se coincer toutes seules dedans, en se redressant.
Et ça c'est embêtant, ça rime. Bien évidemment, de ce sabre, vous avez l'inévitable variation pour les officiers. Littéralement le même si ce ne sont les ciselures végétales et la dorure de la monture. Généralement, la poignée recouverte de basane est remplacée par une version en corne polie, mais ça c'est pas systématique pour le coup, ça dépend encore un peu des moyens des officiers. Dans la même veine, vous avez aussi les sabres d'officiers généraux. Ce sont encore une fois les mêmes, mais avec une indication du grade sur le plateau. Ça allait de général de brigade à maréchal quand même, hein, c'est pas rien. Ils ont existé jusqu'en 1892, date à laquelle ils seront remplacés officiellement par le modèle 1854. On en reparlera une autre fois. Anecdote historique, savez-vous pourquoi est-ce que les grades de généraux en France vont de 2 à 5 étoiles. Où est donc passée la première étoile? La première étoile, ça correspond au grade de brigadier des armées, qui ne sont pas des généraux. Ce sont des primi inter pares parmi les colonels de l'armée royale. Car oui, ce grade-là a tout bonnement disparu suite à l'ordonnance royale du 17 mai 1788. Depuis, cette première étoile n'est tout simplement jamais réapparue. Ce sabre modèle 1822 est toujours en service. Ça fait 204 ans qu'il poursuit l'armée française et qu'il s'accroche à la vie. Ce qui explique qu'il ait eu une brouette d'utilisateurs. Peu de monde le sait, mais c'est pas qu'un sabre de cavalerie le modèle 1822. Alors vous ne m'en voudrez pas, mais comme je les connais pas par cœur, tous ces utilisateurs, je me suis quand même fait une petite liste, hein, pour le coup. En dehors de la garde républicaine où il est quasiment de notoriété publique qu'il soit toujours en service, il a servi à l'artillerie montée jusqu'à la création du modèle 1829, aux gendarmes à cheval, aux lanciers, aux chasseurs d'Afrique à partir de 1831, aux spahis à partir de 1841, aux sapeurs du génie à partir de 1845, aux élèves de l'école royale de cavalerie, aux guides d'état-major à partir de 1848, à la garde impériale, aux guides à partir de 1853, au génie à partir de 1854, au train des équipages à partir de 1855, à la gendarmerie à partir de 1855 aussi, à l'artillerie montée et à pied toujours en 1855, aux chasseurs à cheval en 1896, et il connaîtra en plus deux variantes mineures qui ne changent quasiment rien si ce n'est le marquage au dos de la lame, le sabre des élèves des écoles militaires notamment Saint-Cyr, le sabre des volontaires de la Charte qui est littéralement le même que le précédent, et enfin le sabre d'officier d'artillerie modèle 1822-99. Vous comprenez sans doute maintenant pourquoi est-ce que je les connais pas par cœur. Il y en a vraiment beaucoup. Bref, ce sabre est unique, ancien et actuel, décrié et admiré. C'est cette particularité-là qui m'a donné envie de vous le présenter. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de l'âme des lames.